Bonjour, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec et je vous souhaite la bienvenue à cette activité qui se déroule dans le cadre de la quatrième édition de la Semaine de la santé durable. Alors le thème de cette année, Ensemble pour la réduction de la maladie, qui évoque bien en fait le grand besoin de mobiliser tous les secteurs de la société et de réunir des personnes de tous les milieux. Alors aujourd'hui, on va parler justement de l'un des chapitres du livre de la réduction de la maladie qui est disponible gratuitement sur le site internet moindemaladie.ca. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Léna Gauthier-Paquette. Bonjour Léna, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Super, alors merci beaucoup Léna d'être avec nous aujourd'hui. Léna, vous êtes sexologue et travaillez depuis bientôt 7 ans à l'Anonyme. Vous avez porté en fait le chapeau de chargé de projet pendant plusieurs années. Vous avez été amené à collaborer, à animer, à évaluer différents projets en éducation à la sexualité au sein de l'organisme. Vous avez entre autres participé à faire rayonner les initiatives en promotion de la santé sexuelle menées par l'Anonyme à l'international lors du congrès de l'AFRAVIH en 2020. Depuis juillet dernier, vous œuvrez à titre de coordonnatrice pour le programme d'éducation à la sexualité et vous veillez à l'implantation des opérations et à la liaison des partenaires pour le déploiement des activités. C'est bien ça, Léna? Oui, exactement. Superbe. Alors, c'est certain que dans le livre de la réduction de la maladie, de notre côté, on parle justement en fait de la santé sexuelle de manière générale et plus particulièrement des maladies sexuellement transmissibles. À l'Anonyme, en fait, vous menez une série d'initiatives liées à la santé sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus particulièrement en fait de votre côté? Oui, ben dans le fond, à l'Anonyme, on a un programme d'éducation à la sexualité qui renferme plusieurs projets différents d'éducation à la sexualité. Donc, pour, euh, pour veiller à la santé sexuelle de façon globale, hein, parce que la sexualité, c'est vraiment plus que seulement des infections. Il y a tout plein d'autres trucs qui vont contribuer à la santé des personnes, mais on va tant aller parler des infections transmissibles sexuellement par le sang, de la promotion du dépistage des ITSS, d'aller travailler les croyances en lien avec la sexualité, en lien avec la santé sexuelle, mais on a aussi tout un autre volet qui fait la prévention des violences et de l'exploitation sexuelle aussi. Donc, vraiment, dans une optique globale, on a plusieurs initiatives avec une équipe d'une dizaine de personnes qui viennent, qui ont des backgrounds un peu différents, mais la Mmh. majorité d'entre elles proviennent du milieu de la sexologie, donc sont formées là, en sexologie. Donc, on a un axe vraiment d'éducation puis un axe d'intervention aussi à l'anonyme. Et pourquoi, selon vous, c'est important justement d'agir en matière de prévention et de promotion, pour la santé sexuelle plus particulièrement? Ben, premièrement, les données parlent. Il y a une hausse considérable des ITSS dans les dernières années, surtout depuis la pandémie, entre autres. Puis ce qu'on observe sur le terrain, puisque les données aussi nous disent, c'est que un des facteurs qui explique cette hausse-là, c'est que les gens ne se sentent pas nécessairement vulnérables aux ITSS. Donc, il y a aussi plusieurs fausses croyances là, qui sont véhiculées chez tant les jeunes que les moins jeunes, finalement, là, qui sont liées, entre autres, aux dynamiques de pouvoir entre les genres, à des fausses croyances en lien avec les modes de transmission aussi, de ne pas savoir exactement comment les ITSS se transmettent. Euh, puis beaucoup de stigmatisation aussi encore là, par rapport à certains types de personnes qui sont peut-être plus touchées justement par ces enjeux-là. Donc, Mmh. nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on se dit plus les gens ont accès à de l'information qui est juste au sujet de la santé sexuelle, mais ça leur permet de reconnaître les comportements qui pourraient présenter un risque ou les mettre à risque. Ça leur permet aussi de prendre une décision éclairée par rapport à leur niveau de risque ou au niveau avec lequel ils sont à l'aise de jongler dans leur sexualité. Reconnaître aussi le risque qu'elles ont de transmettre peut-être une TSS qu'elles n'avaient pas nécessairement, dont elles ne sont pas au courant peut-être parce qu'elles ne se font pas nécessairement dépister. Donc, plus qu'on a d'informations à l'égard des méthodes de protection puis des différentes avenues pour se protéger, bien, plus il y a de chances qu'on les utilise, ces méthodes-là, puis de les utiliser aussi adéquatement. Et alors si, et là on se met en fait dans un atelier avec vous, c'est quoi les questions en fait que les gens posent, de manière commune? Ben, il y a plusieurs questions qui reviennent souvent, mais si on se projette plus au niveau de la santé sexuelle, ben, on va parler beaucoup des modes de transmission. Donc, les personnes ne savent pas nécessairement comment les ITSS peuvent se transmettre, peuvent aussi entretenir des fausses croyances par rapport à la transmission, par exemple. Est-ce qu'une ITSS peut être attrapée si je m'assois sur une cuvette de toilette, par exemple, ou en partageant mes ustensiles avec quelqu'un? Euh, donc, aussi de savoir surtout les jeunes essaient de trouver une faille pour savoir comment est-ce que je peux ne pas utiliser le condom et quand même
pas trop être à risque. Donc, il y a ce type de questions-là auxquelles nous, on répond par, ben, vraiment, vous êtes les experts et expertes de votre sexualité. Donc, c'est à vous de choisir avec quel niveau de risque vous êtes à l'aise. Voici tous les comportements sur un continuum de très risqué à moins risqué. Donc, après ça, il y a aussi différentes façons de se protéger. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux ou avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, puis en fonction aussi de vos comportements. Donc, on essaie de décortiquer avec elles et eux quel type de comportement peut amener certains niveaux de risque. Donc, essayer d'aller vers vraiment une approche de réduction des méfaits, hein, donc de les amener à faire des choix qui sont cohérents avec leurs valeurs, avec le niveau de risque avec lequel ils sont à l'aise, puis aussi de choisir des comportements qui leur ressemblent puis qui comportent le niveau de risque adéquat. Sinon, on a aussi beaucoup de croyances en lien avec, bon, c'est quoi le sida? Est-ce qu'on peut encore en mourir? Il y a beaucoup d'idées encore très stigmatisantes en lien, pas juste avec le VIH-Sida, mais avec d'autres ITSS aussi. Donc, est-ce que ma vie est finie si j'ai un diagnostic d'une ITSS ou d'une autre? Puis ces fausses croyances-là contribuent à maintenir le stigma autour des personnes qui vivent avec une ITSS. Puis il y a aussi beaucoup de questions en lien avec est-ce que je peux en guérir? Est-ce qu'il y en a qui sont guérissables? Est-ce qu'il y en a qui sont chroniques? Donc, on va vraiment aller décortiquer tout ça. Il y a aussi beaucoup de questions en lien avec la divulgation du statut Oui. positif à une ITSS, par exemple. Ouais. Puis on le voit en plus, je pense que les ateliers sont de plus en plus importants. On voit une recrudescence aussi du VIH, plus Mhm. particulièrement au cours des Oui. dernières années là, avec des chiffres vraiment impressionnants, alors qu'on avait réussi justement en fait à sensibiliser et puis à mobiliser beaucoup la population. Mais c'est important, hein, comme vous le dites, hein, d'offrir le choix et d'y aller en fait dans le respect des choix des gens plutôt que d'y aller vraiment de manière coercitive en disant: «C'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire, c'est ça que tu vas faire». On voit en fait que malheureusement, en fait, notamment dans ces pratiques-là, ça fonctionne pas, hein. Exactement. Ouais. Léna, j'aimerais qu'on parle davantage aussi des déterminants sociaux de la santé, hein, parce Mhm. que ça joue un rôle sur la santé sexuelle et puis de manière générale, ça joue un rôle sur la santé globale des citoyens. Mais comment vous le voyez justement en fait ces déterminants sociaux en fait plus particulièrement avec la santé sexuelle? Ouais, ben, comme la sexualité, c'est quelque chose qui est transversal à travers la vie des humains. La sexualité, c'est pas seulement l'aspect génital ou l'aspect justement de la santé physique, mais c'est beaucoup plus global que ça. Fait que les déterminants sociaux de la santé vont avoir un impact de façon transversale aussi. Donc, il y en a plusieurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Euh, Puis la façon dont ces déterminants-là ou les oppressions qui sont liées à ces déterminants-là s'entrecroisent puis s'additionnent, bien, on parle d'intersectionnalité. C'est un mot qui est à la mode ces temps-ci, qu'on entend Mmh. beaucoup parler, mais ça a effectivement un impact sur la façon dont les personnes vont prioriser leur santé sexuelle, vont accéder aux soins de santé, vont accéder aux méthodes de prévention aussi, puis vont adopter des comportements qui sont plus ou moins à risque, mais qui découlent inévitablement des dynamiques de pouvoir qui sont dans notre société entre les genres, entre autres. Donc, ça peut avoir des impacts, par exemple, à comment je vais négocier mes méthodes de protection si je sens que mon partenaire, peut-être, ou ma partenaire veut me faire du chantage ou a un pouvoir, c'est ça, s'il y a une dynamique de pouvoir qui s'installe entre les partenaires, par exemple, ben, je vais peut-être pas être aussi à l'aise d'affirmer mes limites ou d'affirmer mes besoins, par exemple. Fait que puis il y a tout l'aspect environnemental aussi. Donc, euh, la façon dont les personnes évoluent dans leur environnement bon, va avoir un impact sur les ressources qui sont à disposition et accessibles pour Mmh. elles. Donc, les organisations qui sont dans leur environnement, les services de dépistage, l'accès et l'accessibilité finalement là, aux services de dépistage. Donc, est-ce que j'en ai un dans mon quartier? Est-ce que je me sens bienvenue d'y aller? Est-ce que c'est accessible pour moi? Est-ce que je dois payer ou c'est gratuit? Quel type de service, quel type de dépistage je peux obtenir aussi dans ce contexte-là? Est-ce que j'ai accès à des méthodes de protection en fonction de mes moyens, de mon corps aussi, donc dépendamment Ouais. de mes pratiques sexuelles? Puis est-ce que j'ai accès à des traitements, puis à des suivis aussi par rapport à la santé sexuelle? Donc, est-ce que pour moi, c'est facile d'avoir un suivi quand même serré là, au niveau du traitement de mon ITSS, par exemple, ou au Mmh. contraire, il faut que je fasse des kilomètres pour me rendre chez mon médecin, par exemple? Est-ce que mon médecin est bien informé de tous ces enjeux-là aussi? Donc, il y a tout ça aussi qui a un impact par rapport aux déterminants sociaux de la santé. Fait que quand on les prend en considération, bien, ce que ça fait, c'est que ça tend vers une approche qui est plus inclusive par rapport à la prévention des ITSS. Donc, euh,
si on fait l'éducation par rapport, par exemple, au rôle, aux idéologies ou normes de genre, ben, ça va faire que les gens sont plus conscientes des dynamiques qui peuvent s'installer dans leur relation, par exemple. Mhm. Mhm. On va favoriser la communication des besoins et des limites aussi, parce que, ben, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, manquer d'éducation peut aussi amener des fausses croyances. Donc, Ouais. par exemple, il va avoir inévitablement là, un impact sur ma conception du risque. Donc, si je suis vierge, ben, j'ai pas de risque d'avoir des TSS, ou si je me protège au niveau contraceptif, ben, peut-être certaines personnes vont être amenées à penser qu'ils se protègent aussi pour les ITSS alors que c'est faux. Donc, Oui, hein, puis, il y a ouais, beaucoup de mythes, hein, exactement. beaucoup de mythes Oui, à. exactement. Mais Oui. c'est vraiment intéressant. Et puis, ben, ça amène justement en fait à la question des barrières et des Mhm. opportunités, parce qu'il y a vraiment des barrières en matière de prévention. Ouais. Et puis, on peut parler en fait de méthodes de protection lors des relations sexuelles. Et puis après, il y a vraiment en fait des pistes de prévention, des pistes de mesures à mettre en place. Est-ce qu'on peut parler justement en fait d'un côté des barrières et de l'autre côté en fait des opportunités qu'on verrait, Léna? Oui, ben, au niveau des barrières, puis nous, on est en train, en fait, dans une de nos initiatives d'aller questionner certaines communautés qui présentent plus de barrières que d'autres. Donc, on veut aller faire des entrevues avec des personnes, des communautés noires, entre autres, et des communautés de SLGBTQIA+, pour aller documenter ces barrières-là qui sont spécifiques, mais qui peuvent aussi s'entrecroiser puis s'additionner finalement. Mhm. Mais de façon générale, les barrières qu'on peut déjà observer sur le terrain, c'est si je me sens pas représentée dans les efforts de prévention, ben à ce moment-là, j'ai moins tendance à me protéger ou à aller accéder Oui, à des organisations, en tout cas des endroits pour me faire dépister, par exemple. Si je me oui. sens pas accueillie ou que les services sont pas nécessairement adaptés à ma réalité, ben là, à ce moment-là, c'est une autre barrière supplémentaire. Comme j'en ai parlé plus tôt aussi, de si je me sens pas à risque parce que je suis pas représentée, parce que c'est tabou encore dans ma communauté de parler de santé sexuelle ou de protection ou même de sexualité de façon plus large, ben, je vais peut-être être plus à risque justement d'avoir des comportements qui sont risqués, puis de contracter une ITSS, puis de ne pas nécessairement non plus aller consulter pour dépister cette ITSS-là ou la traiter. Si j'entretiens des idées fausses, c'est aussi une barrière pour la protection, pour la prévention, mais aussi pour le traitement, finalement. Mhm. Mhm. Puis si je me sens stigmatisée aussi, si je me sens pas à l'aise d'aller chercher de l'aide ou des ressources ou d'accéder justement au dépistage, bien, ça peut être à l'égard d'une caractéristique individuelle ou d'une communauté, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment des barrières que nous, on observe déjà. Mhm. C'est ça aussi qu'on tend à diminuer par nos différentes initiatives. Nous, oui, parler de croyances ou de préjugés à l'égard de la sexualité. On va aller parler de santé sexuelle, de comportements plus sécuritaires. Mais on va aussi allier, c'est une des pistes que je voulais amener aussi, on va allier nos initiatives communautaires à des initiatives sanitaires. Donc, on va aller faire une collaboration avec des ressources infirmières pour qu'elles viennent directement dans nos ateliers offrir le dépistage à la fin de nos ateliers. Donc, les personnes sont sur place, elles viennent d'apprendre ou de parfaire leur éducation par rapport à la santé sexuelle, puis elles peuvent déjà, de façon gratuite et anonyme, aller se faire dépister directement sur place. Puis l'infirmière qui va assurer un suivi ensuite pour le diagnostic, puis peut-être pour l'aiguiller, en tout cas, vers un traitement. Donc, ça fait partie Ça, des pistes de prévention, ouais, entre autres. et il y en a plusieurs, hein, en tant que tel, Oui, hein, c'est certain qu'avec l'anonyme, on a déjà parlé en fait du financement des organisations sur le terrain aussi. oui, C'est une piste, essentielle. Comme vous oui, dites, la représentativité, ça veut dire en fait qu'il faut être présent partout, à différents exactement. niveaux, Ouais. avec différents types d'intervenants, Mhm. qui ressemblent justement en fait aux personnes qui visitent en fait ces lieux-là et puis qui peuvent les représenter aussi. Là, c'est vraiment important, par rapport à ça et puis l'éducation aussi par rapport dans le milieu scolaire justement en fait on arrive là-dessus, hein, selon vous, en fait, comment on pourrait améliorer l'éducation de la sexualité à la sexualité au Québec, plus particulièrement? Alors, je parle du milieu scolaire, mais c'est peut-être autre part, hein, que le milieu scolaire, mais je vous laisse aller là-dessus, Lina. Oui. Ben, d'abord, si on en fait une priorité, ça va permettre d'offrir quelque chose, une éducation à la sexualité de qualité. On aimerait aussi
idéalement que l'éducation à la sexualité, ça soit égal partout, dans le sens où présentement, vu que c'est pas une politique qui est bien ancrée ou qui a été bien évaluée, ben à ce moment-ci, c'est difficile de dire comment elle a été implantée, puis où sont les écueils, où est-ce qu'on pourrait s'améliorer finalement. Donc, si on en fait une priorité, si on encourage que ce soit des personnes qui sont formées en sexologie ou des sexologues qui la dispensent ou qui s'assurent de l'implantation de ces initiatives-là. Donc, c'est des personnes qui sont spécifiquement formées pour ça. Donc, nous, on reconnaît l'apport de ces personnes-là, puis la plus-value d'avoir des professionnels de ce champ d'expertise-là pour faire l'éducation à la sexualité ou en tout cas justement pour veiller à son implantation. Ensuite, ce qui est vraiment important pour nous, puis c'est quelque chose qu'on met en œuvre au quotidien, c'est d'avoir un discours qui est axé sur le plaisir puis sur la globalité de la sexualité. Donc, oui, c'est important de parler de santé sexuelle parce que ça fait partie de la sexualité, mais de ne pas y aller avec une approche qui vise la peur ou la crainte ou d'associer la sexualité à quelque chose de nécessairement risqué ou de nécessairement, par exemple, associé aux violences sexuelles. Donc, vraiment d'y aller dans un discours positif, inclusif, de reconnaître les personnes dans leur individualité, puis de aussi faire confiance, puis responsabiliser les personnes, de leur donner les outils de leur donner tous les outils qu'elles ont besoin pour s'assurer de leur bien-être, puis de leur santé de façon globale. Donc, vraiment, de leur donner une responsabilité, puis aussi de créer des espaces sécuritaires pour en parler. Donc, oui, on en fait une priorité au niveau des politiques ou des initiatives peut-être plus gouvernementales, mais aussi dans le concret, créer des espaces qui sont sécuritaires. Donc, par et avec, par exemple, des personnes. Si on veut que les gens se sentent en sécurité, ben, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute, puis il faut faire Complètement. confiance aussi aux personnes, je pense. Ouais. Puis Léna, peut-être la dernière question en fait qui permettrait de conclure, c'est, on parle justement en fait de santé sexuelle et puis, ben, on connaît tous en fait dans notre environnement, c'est peut-être nous, c'est peut-être, des proches, c'est peut-être, la famille, des amis en fait, heu, qui sont repris justement en fait avec certaines problématiques en ce sens. Vers où on réfère ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des ressources justement en ligne en fait que vous recommanderiez pour ces personnes-là, qui permettraient justement en fait de comprendre davantage ce qui se passe et puis, bah, potentiellement en fait aller plus loin dans leur démarche si besoin? Mhm. Ben, il y a différents organismes communautaires qui peuvent offrir des initiatives en éducation à la sexualité, en prévention des ITSS. Nous, à l'Anonyme, on s'intéresse surtout aux personnes à partir de l'âge de 12 ans, 12, 14 ans, puis on va jusqu'à un âge très avancé pour faire l'éducation. Après ça, pour notre initiative spécifiquement liée au dépistage, entre autres, mais on se déplace à Montréal, partout à Montréal, donc entre 14 et 35 ans. Mais sinon, vous avez toujours des ressources comme le portail VIH-Sida du Québec qui est en ligne, entre autres, et accessible, donc qui est un excellent collaborateur avec l'Anonyme, donc qui va offrir un soutien par message texte, entre autres. On a des initiatives de dépistage comme, bon, le nom m'échappe, mais des initiatives de dépistage mobile où on peut aller chercher notre matériel, faire les cultures nécessaires, puis aller déposer au laboratoire. Sinon, il y a les CLSC, il y a les cliniques jeunesse pour les gens qui sont de 25 ans et moins, en fait. Mmh. Puis sinon, ben, toutes les cliniques traditionnelles là, de médecine. Puis sinon, ben, c'est ça. N'hésitez pas à communiquer, entre autres, avec des initiatives comme le portail VIH-Sida du Québec qui peut, lui, vous orienter, vous aiguiller vers les ressources qui sont dans votre région. Euh, voilà, ça serait pas mal ça C'est pour les c'est ressources. c'est parfait. Merci, Léna. On n'en parle pas assez, comme vous le dites. Il faut qu'on en parle vraiment plus. C'est important, en Mhm, fait, qu'on en parle plus pour que les gens comprennent justement, en fait, qu'il y a du plaisir dans la santé sexuelle. Ça, c'est la oui. première chose, pas que justement, en fait, les volets négatifs, mais Mhm, aussi, en fait, comprendre qu'il y a tout un écosystème qui est là pour accompagner les gens si justement, en fait, il y a des besoins qui se présentent. Donc, merci et bravo pour le travail essentiel que vous faites à l'Anonyme de votre côté. On aura la chance, c'est certain, en fait, de se reparler à d'autres moments. oui. Mais je tenais à vous remercier et puis, bah, à inviter justement les personnes qui nous ont vus à regarder en fait justement d'autres capsules vidéo qui sont faites dans le cadre de la semaine de la santé durable pour en apprendre davantage sur d'autres initiatives en matière de maladies, de réduction de la maladie plus particulièrement. Merci beaucoup, Léna, à nouveau. Merci.